C'est quelqu'un qui a connu des déchirures très profondes dans sa vie, il a pensé à se suicider adolescent, et qui quelque part a proposé une pensée, des maximes d'espérance tonifiantes et qui résultat le rendent attachant parce qu'il fait partie de ses compagnons des bons temps et des mauvais temps. Et il y a chez Maurras en plus quelque chose de l'ordre de l'espérance que je trouve merveilleux. Lorsque Maurras apprend la mort d'Henri Lagrange, il appartenait à la jeune élite de l'Action française, fondateur du Cercle Proudhon, Maurras tape d'un poing sur la table en disant « on ne meurt pas ». Et il y a chez Maurras cet aspect-là qui me touche toujours. Sur une véritable amitié pour le personnage de Maurras, sur cet homme sourd et en même temps séducteur, très drôle. On a ce texte qui s'appelle Tragicomédie de ma surdité, où Maurras parle du fait qu'il est sourd et qui en fait est extrêmement drôle à lire. Et Maurras est cet homme qui est beaucoup plus drôle qu'on a tendance la plupart du temps à l'imaginer. Il y a toute une poésie de Maurras consacrée aux femmes, qui est tout à fait inattendue et qui est assez amusante à découvrir. Maurras est un homme qui aimait inviter ses amis pour aller manger de la poutargue. Ce Maurras-là est un Maurras beaucoup plus humain, sympathique, proche de nous au fond, que simplement le Maurras, grand écrivain des éditos d'Action française. Nous organisons ce colloque Un autre Maurras, inspiré du titre du livre de notre ami Gérard Leclerc. Il paraît en 1974, donc quelques années après 68, et c'est une manière en fait que Gérard Leclerc, donc figure du mouvement royaliste, avait de relire la pensée de Maurras, de dépoussiérer sans doute Maurras. Maurras vivait toute tradition et critique, donc il ne fallait pas faire de Maurras une sorte d'idole réactionnaire, mais montrer en quoi la pensée de Maurras est une pensée stimulante intellectuellement. Le but de ce colloque, c'est d'essayer d'aller au plus près de la pensée de Charles Maurras. Et en fait, Platon explique que le travail du métaphysicien, c'est comme le boucher, c'est de découper au plus proche des articulations, de récupérer le plus de viande possible et inimaginable, de les découper le mieux possible, bref, de respecter la finesse de ce qui existe réellement et de ne pas rejeter sous les dangers ce qu'on ne mange pas, mais d'être au contraire capable de les accompagner au plus près. Imaginez, puisqu'on a parlé de Maurras toute la journée, ce que nous apporterait à Martigues l'existence d'un musée ouvert au public, d'un musée reconnu comme maison d'écrivains au sein du réseau des maisons d'écrivains, comme il y a une maison Charles Péguy, ou comme il y a des maisons Victor Hugo, etc. Imaginez ce que ça pourrait être pour nous. Imaginez les expositions qu'on pourrait y tenir, les conférences qu'on pourrait y donner, l'animation permanente, il pourrait y avoir. Bien, l'association, elle se bat pour ça, pour qu'on réussisse à sauver la maison de Martigues et à accomplir les dernières volontés de Maurras, pour faire un musée ouvert au public. Arriver à séduire, pour arriver à intéresser, pour amener au moins, sinon à la sympathie pro-maurassienne, mais du moins que disparaissent tous les a priori, tous les préjugés. L'anthropologie maurassienne, la vision maurassienne de la société me semble toujours actuelle dans le sens où elle répond à la volonté de décomposition et du fait que le libéralisme politique et anthropologique actuellement régnant considère l'homme comme une monade, comme une sorte d'atome qui se promène comme ça, alors que Maurras est un penseur de la communauté, de l'enracinement, de la limite. C'est un grand personnage. Je peux vous dire plein de choses sur Charles Maurras, pourquoi je lui en veux. Et la première chose, c'est d'avoir raté son coup, de ne pas avoir rétabli la monarchie. Il y a une production intellectuelle qui est extraordinaire, et il a défendu des positions qui allaient contre ses intérêts, enfin contre toute possibilité de mensuétude du jury, par bravade. Et c'était quasiment suicidaire. Un homme âgé, isolé dans sa surdité, au milieu d'un environnement
qui ne le poussait pas spécialement à changer d'avis, à s'analyser lui-même. Ça l'a fortement desservi. S'il y a un reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être resté à Lyon et de ne pas avoir rejoint l'Algérie au moment de l'occupation de la zone sud. Je ne suis pas du tout maurassien parce que je suis royaliste. Je ne refuse pas que Maurras, comme d'autres d'ailleurs, d'autres écrivains, ont pu porter un regard intelligent sur le royalisme. Et en même temps, ils l'ont enfermé. Je ne suis pas pétiniste, d'où tout mon travail pour montrer l'engagement, et ils furent nombreux, des royalistes, ceux d'Action française, mais aussi ceux qui n'ont jamais été d'Action française, dans la résistance, parce que les royalistes se sont battus pour la libération du pays. Je ne sais pas si je suis le plus habilité pour vous parler de Maurras, dans la mesure où je ne cultive pas le Maurras dans mes jardinières depuis très longtemps. Néanmoins, j'ai quelques prétentions à pouvoir en parler, mais à vous parler plutôt d'histoire de famille. En effet, mon grand-père, Louis Gonnet, fut le premier secrétaire en 1904 de la Revue Grise, et il fut à partir de 1942 le gérant de l'Action française, et il est un des créateurs d'Aspects de la France après-guerre. Mais ce n'est pas tellement de lui dont je vais vous parler, c'est de sa fille, de sa dernière fille, Rose Isabelle Gonnet. Rose Isabelle Gonnet est une des rares personnes dont la naissance a été annoncée en une de l'Action française, en 1919. Très peu de gens, à part la famille royale, ont eu cet honneur. Madame ma mère l'a eu. Elle a eu le droit, par la suite, à d'autres interventions dans l'Action française. Là, vous avez Louis Gonnet, vous l'avez à 15 ans, et là, vous avez la famille Gonnet, Camelot du Roi. Évidemment, toute sa famille a été Camelot du Roi. C'est tous des repris de justice, évidemment. Ils ont tous été en prison pour le roi. C'est une tradition dans la famille, il n'y a aucun problème, et nous l'assumons parfaitement. Nous sommes des repris de justice. Elle a fait aussi partie, comme toute la famille, de ce qu'on appelle des Provençaux de Paris. C'est annoncé bien évidemment dans l'Action française, quand elle est élue cigale des Provençaux de Paris en 1937-1938. Elle sera répertoriée dans l'Action française au moment de la naissance des enfants du comte de Paris, dans le communiqué qu'a envoyé l'Action française de félicitations au prince. Et là, évidemment, elle est répertoriée dans la rédaction de l'Action française. Ceci dit, pourquoi elle se retrouve dans la rédaction de l'Action française, jeune fille de 19 ans, au moment de 1940, elle se retrouve, d'abord, elle est mineure. Vous savez qu'à l'époque, la majorité était de 21 ans, donc elle devait suivre son père. Évidemment, son père était avec le comité directeur de l'Action française. Dans ce voyage, elle va faire donc tout le voyage de la débâcle avec le comité directeur de l'Action française. Elle fait donc le voyage, elle a 20 ans, avec Charles Maurras, Léon Daudet, Maurice Pugeot, Jacques Delbecq, et avec les membres de la rédaction, Louis Gonnet, son père bien sûr, Robert Havard de la Montagne et madame, Pierre Varillon, Eugène Langevin, qui a comme pseudo René Bressy pour ceux qui connaissent un peu l'Action française, Noël Boyer, qui est le secrétaire de rédaction et en même temps le critique musical, et Thierry Maulnier. Mais aussi avec des membres de l'administration de l'Action française, Édouard Ergal, Rémy Vassier et madame, Pierre Mandon et Marie Prévost. Le départ a lieu le 9 juin de Paris, donc ils reçoivent l'ordre des autorités de quitter Paris le 9 juin. Leur premier arrêt sera à Dourdan, chez des amis d'Havard de la Montagne, et puis après ils passent à Tours, où la voiture de Daudet a un accident,
Ils passent après vers Poitiers, ils sont à Poitiers le 12 juin, du 12 juin au 17 juin, ça va être les éditions de l'Action française à Poitiers. Là, la jeune fille dort, comme beaucoup d'ailleurs, dans l'imprimerie du journal, et puis après au château de la Valette. Nouveau départ face à l'arrivée des Allemands, nouveau départ vers Confolens en Charente, et là, elle couche dans la paille avec 50 soldats et son père qui la surveillait quand même. Elle repart le lendemain matin et elle arrive à Rochechouart, où là, ils dorment à peu près tous en chambre commune, puis à Souillac, dans le Lot. À Villefranche-de-Rouergue, ils vont rester quasi une semaine à Villefranche-de-Rouergue, où là, elle va dormir chez des sœurs à l'institution Jeanne d'Arc, dans une cellule de sœurs. Elle fait quelques commentaires assez gentils sur l'institution Jeanne d'Arc. Et puis après, bien évidemment, ils arrivent à Limoges le 28 juin, et là, elle est à l'hôtel. Je précise, pour ceux que ça intéresse, qu'ils n'arrivent à Lyon que le 28 octobre 40. Donc, du mois de juin au mois d'octobre, ce sont les éditions qu'on a appelées les éditions de la F de Limoges. À la mort du gérant, son père est nommé en 41 gérant de l'Action française. Je vais vous lire, j'ai fait un petit choix, parce que je ne peux pas vous lire tous les textes, il y en a beaucoup, il y a plus de 50 lettres. Je vous ai noté simplement ce qui est un peu amusant. À Poitiers, le 12 juin, donc elle est à Poitiers, pour l'instant, tout le monde est à l'imprimerie, où j'ai tapé cet après-midi l'article de Charlot. Effectivement, ma mère utilise 3 pseudos. Quand elle parle de Maurras, elle l'appelle Charlot. Quand elle parle de Maurice Pugeot, mais ça n'étonnera personne, elle l'appelle Pupu. Hein. Et il y en a une autre, qui est une des secrétaires de l'administration, qu'elle appelle la Vipère. Pourquoi elle écrit? Elle tient pas un journal au sens d'un diariste qui écrit tous les jours. Elle a un amoureux à qui elle écrit tous les jours. Cet amoureux, elle ne le reverra pas, mais elle lui écrit tous les jours, espérant le revoir, et donc lui donner les lettres qu'elle lui écrit tous les jours. Donc, elle lui dit le 12 juin, « Je te parlais du manque de bonne volonté. Pense un peu que tous les collaborateurs de l'AF sont furieux de ma présence ici. Tout d'abord, Georges Calzan, qui vient de passer d'un air maussade et qui a fait à papa des réflexions sur ma venue à Poitiers. Il y a aussi Le Cœur. Le Cœur est un ancien chef camelot du roi. Que vient-il faire ici, celui-là? Il n'est pas du tout dans la rédaction. Qui n'a pas jugé bon de me serrer la main, ainsi du reste que la Vipère, donc mademoiselle Prévost, hein, et René Bressy, Langevin, juge indigne d'adresser la parole à une telle idiote que ta petite Rosette. C'est elle dont elle parle. Il n'y a guère que Thierry Maulnier qui soit un peu sympa, mais qui, en bon poète, est toujours dans la lune. Monsieur et Madame Havard de la Montagne ne sont pas désagréables, mais à l'école de Madame Havard de la Montagne, je vais devenir une jeune fille bien élevée qui n'entre plus dans les cafés, fait des politesses et essaie sans succès d'être aimable. Comme on voit, c'était dès le 12 juin, ils sont partis le 9, l'ambiance était déjà un peu tendue. Mais c'est pas fini, elle fait des portraits des uns et des autres le 20 juin. Puisque j'ai le temps, ce soir, passons un peu en revue cette caravane. D'abord Maurras, pauvre cher Maurras, il semble bien triste, bien triste. Quelle fin de vie de voir ainsi tous ses espoirs anéantis. Mais il lutte et veut qu'on lutte, et il faut que nous luttions contre le découragement. Il faut relever la France. Elle continue à propos de Hanin. Inutile de te dire, je crois, qu'il m'énerve toujours autant, si ce n'est plus encore. Lambert, ils sont tous de la rédaction, semblait fatigué aujourd'hui, ne blague plus. Alors un Lambert qui n'est plus distrayant manque complètement d'intérêt. C'est un pauvre type. Robert Havard de la Montagne, quel égoïste, poli, assez curieusement blagueur à froid, semble éprouver une certaine sympathie protectrice pour moi, bien entendu, tant que cette protection et cette sympathie ne lui coûtent rien. Conclusion, marrant, surtout physiquement.
C'est vrai qu'ils se promènent toujours avec des parapluies et tout, avec des tenues absolument incroyables. Passons aux femmes. Mademoiselle Prévost, plus vipère que jamais, et veut toujours paraître bossée, qu'elle dit du mal de tous. Enfin, mes sentiments ne varient pas à son sujet. Elle l'a connue donc à la F, au Bocador, avant-guerre bien sûr. Madame Vassier, la vipère la trouve, c'est pas d'elle, la vipère la trouve insignifiante. Elle n'est pas désagréable, mais comme toutes les femmes, ayant un peu de verve, difficile à juger. Je réserve mon opinion. Mais elle va continuer le 21 juin, et là c'est du restaurant à Rochechouart. J'en étais resté à Madame Havard de la Montagne, aussi égoïste que son mari, et Colette très montée, naïve, orgueilleuse de son nom et de ses relations, bonne quand ça ne la gêne pas, regrette ses dentelles et ses tableaux, actuellement en pays occupé, parle tout le temps de son rôle de mariée, n'aime ses enfants que quand ils sont exemplaires, nerveuse, au demeurant une bonne personne du monde. La petite Vassier, donc une des filles qui accompagne la caravane, une gentille enfant sage, gâtée, semble avoir une vive affection pour moi, très mal élevée, mais pas plus que le reste de la famille. La sœur de Lambert et autres, quel phénomène, paraît très intelligente, autoritaire, croit être charmeuse, ne peut pas dire 3 mots sans citer ses amis au grand passé, manque de simplicité, un peu pédante, à part ça sympathique, mais pas fréquentable. Madame Lambert, insignifiante, et dans l'admiration de son fils, se laisse commander par ses enfants. Je crois que j'ai fini, puisque Noël Boyer et Thierry Molnier sont pas là, ils sont à Agen. Molnier est un poète plus souvent dans la lune que sur terre. C'est sans doute un malade, ou tout du moins un fatigué. Il a pour lui l'avantage d'être jeune. Il faut dire que la moyenne d'âge des gens de l'Action française, c'est plus de 60 ans, de ce comité directeur. C'est peut-être d'ailleurs plus de 70 ans pour la plupart. Donc, elle a 20 ans, elle est un peu perdue au milieu de ces vieillards que nous sommes maintenant. Molnier est un poète plus souvent dans la lune que sur terre. C'est sans doute un malade, ou tout du moins un fatigué. Il a pour lui l'avantage d'être jeune, ce qui n'est pas mal au milieu de toutes ces vieilles têtes. Noël Boyer est plus joyeux. J'ai l'impression que c'est un osseur. Il a dû pas mal profiter de sa vie et a bien fait, car que réserve-t-elle aujourd'hui? Il est jeune aussi, mais il doit être d'une intelligence plus moyenne que Thierry Molnier. Et là, elle va parler de la vipère, sa grande amie la vipère. Et elle va prendre sa défense. Parce que les gens de l'Action française, à l'intérieur de cette caravane, ne sont pas très gentils entre eux. Je n'ai pas revu Mademoiselle Prévost. Elle n'a pas déjeuné. Il paraît qu'elle pleurait. Peut-être est-elle partie. En tout cas, il y a de beaux salauds à la F. Décidément, mes dernières illusions partiront avec cette guerre. Elle continue. Alors, elle parle des différentes... parce qu'elle participe. Il faut quand même dire une petite chose, c'est qu'à Poitiers, le journal se fait grâce à elle. D'ailleurs, Maurras la remerciera à plusieurs reprises, parce que c'est elle qui, jour et nuit, s'occupe de faire le journal. Le 2 juillet, elle renouvelle un peu ses critiques. Vassier est parti ce matin chercher Madame Pugeot et ses enfants. Je pense qu'ils sont là. Comme ces gens d'AF peuvent être embêtants avec leurs femmes, il faut qu'il n'y en ait que pour elles. Je crois que d'ici peu, elle en rêve, je crois que d'ici peu, nous allons assister à une belle bataille de femmes entre Madame Pugeot et les Vassier. Ça distraira un peu. Le 30 juin, de Limoges. Nous avons un peu travaillé tantôt et dîné. Les hommes du groupe sont tous à cran. Et ce soir, plusieurs discussions ont manqué de s'envenimer. Comme la nature humaine me paraît laide, même ceux qui paraissent être des êtres supérieurs ne sont bien peu de choses quand ils ne savent plus maîtriser leurs nerfs. Varillon et Calzan, Brécy et Pugeot en sont des exemples. Elle va se retrouver au moment où l'Action française, surtout Charles Maurras, va choisir de soutenir coûte que coûte le maréchal Pétain. Maurras va, le 26 juin 40, envoyer un communiqué
à l'agence Havas Press pour annoncer que, évidemment, il condamne le général de Gaulle. Il faut savoir qu'à partir de cette date et jusqu'à la fin, quasiment tous les jours, l'Action française va condamner le général de Gaulle. Pas seulement Maurras, Daudet, Pujol et autres. Mais il faut quand même savoir ce qui était le général de Gaulle pour l'Action française. C'est instruit une histoire ou des légendes, soit que de Gaulle était d'Action française, soit il a toujours été en dehors. Or, les rapports du général de Gaulle, du futur général de Gaulle à l'époque, avec l'Action française, débutent dès 1904-5, c'est quand Maurice Pujol rencontre le père de Gaulle, Henri de Gaulle, lors ils corrigent ensemble des textes d'étudiants et autres. Et c'est là où Henri de Gaulle, le père du général, va s'abonner à l'Action française. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un royaliste. C'est une famille royaliste, d'ailleurs il est marié à une dame qui est royaliste et ses enfants vont tous être mariés à des royalistes. Ce qui est intéressant, c'est de noter que le général de Gaulle lui-même, il n'a jamais fait partie de l'Action française. De Gaulle, il faut bien savoir, est un militaire. Les militaires n'ont pas le droit. Ce sont des gens qui sont en dehors de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit d'émettre des opinions politiques, etc. Il n'a jamais fait de conférence à l'Action française, il n'a jamais participé à des activités d'Action française. Par contre, le général de Gaulle a eu des contacts avec un certain nombre de gens. Pendant la débâcle, le 24 juin, ma mère écrit dans ses lettres un petit texte, elle est à Villefranche-de-Rouergue. « Me voici possédé d'une nouvelle idée, celle que l'on va essayer d'embarquer pour l'Angleterre. Et même, c'est peut-être complètement idiot et imbécile, que l'on nous fasse combattre à côté des Anglais, que l'on reforme une armée en Angleterre. Je sais bien que dans ce cas-là, tu serais ravi. Mais permets-moi aussi de le trouver un peu saumâtre. Enfin, tant que l'on ne connaît pas les conditions de l'armistice de ces salauds, on ne peut rien dire. C'est-à-dire que la jeune fille de 20 ans, comme beaucoup d'autres, comme Daniel Cordier, comme Raymond Fassin, comme etc., d'autres qu'on va retrouver dans la Résistance, jeunes maurassiens ou pas, on rêve d'aller combattre. Le 6 juin 1940, dans l'Action française, au moment où il est nommé sous-secrétaire d'État dans le gouvernement Reynaud, Charles Maurras, Maurice Pujol, Léon Daudet font des articles à la gloire du général de Gaulle. Pour eux, c'est le général de l'avenir, c'est le général qui va sauver la France. Or, ma mère, quand elle écrit sa petite phrase le 24 juin, elle est toujours dans cette idée-là. Elle mange tous les jours avec Maurras et ces gens-là. Il faut bien savoir c'est des discussions qu'ils ont autour de la table. Or, le 26 juin, donc 2 jours après, Charles Maurras va condamner d'une façon virulente le général de Gaulle. Daudet va le faire aussi, Maurice Pujol va le faire, et ils vont le faire pendant toute la guerre. Il y a eu à un moment donné, le général de l'avenir était devenu un traître. Tous ces livres sont chroniqués par Hubert de Lagarde. Hubert de Lagarde a été à Saint-Cyr quand de Gaulle a fait des conférences historiques. Et il est gardé en relation avec il reste d'ailleurs en relation avec le général de Gaulle tout le temps. Hubert de Lagarde est un militaire qui va devenir journaliste à l'Action française à partir de 1930. En février 1935, Pierre Renouvin, c'est le professeur Pierre Renouvin, c'est le frère aîné de Jacques Renouvin, qui ne fait pas partie de l'Action française, organise en Sorbonne une série de conférences sur l'armée. Et son premier invité, c'est le capitaine de Gaulle à faire une conférence. Voici ce qui est dit dans l'Action française du 4 février 1935. L'inauguration d'un cycle de conférences consacré aux problèmes militaires a été marquée samedi dernier à la Sorbonne par un brillant succès. Le maréchal Franchet d'Espéret
avait tenu à honorer de sa présence la première réunion, montrant ainsi l'intérêt primordial qu'il faut attacher à la question militaire, traitée en pleine université. Le lieutenant-colonel de Gaulle prit ensuite la parole pour faire une première leçon sur la philosophie du commandement. L'action française est plus qu'élogieuse. Si lui-même ne s'est jamais déclaré maurassien, il a été reconnu par d'autres de ses amis militaires comme maurassien. L'histoire du général de Gaulle et de l'action française, donc c'est la condamnation à partir du 26 juin 1940 et pendant toute la guerre, est presque incompréhensible. C'est quelque chose... c'était le général de l'avenir et un général, disons-le, proche de l'action française, proche des idées, en tout cas à l'origine royaliste, son père l'était. Toute sa famille était plus que proche de l'action française. Lui-même, en tant que militaire, ne pouvait pas faire partie de ça et n'a fait aucune conférence. Je rappelle simplement qu'Hubert de Lagarde est mort à Dora après avoir été dans l'état-major des FFI. Il n'est pas le seul chroniqueur de l'action française, puisque le colonel Dujonchet a lui aussi fait partie de l'état-major des FFI et il venait aussi de chroniquer à l'action française. Avant l'affaire Dreyfus et même avant Maurras, les trois quarts des royalistes n'étaient pas antisémites. Il y a eu, même du temps de l'action française, énormément de groupes protestants qui étaient royalistes. Il y a eu, bon, évidemment beaucoup de juifs qui ont été royalistes. On oublie un peu, mais M. de Rothschild était à l'enterrement de Philippe d'Orléans. Et pas seulement. Hein, mais on pourrait comme ça montrer beaucoup de choses. Et même après, quand les problèmes que le duc de Guise et Henri comte de Paris, son fils, ont eu d'énormes problèmes avec l'action française, et le comte de Paris a cherché à plusieurs reprises séparer. Ce n'est pas une question contre l'action française, c'est simplement de dire que l'action française ne représente pas les royalistes. Il représente des royalistes issus de la pensée de Maurras, avec à la base le nationalisme, ce qui n'est pas le cas des royalistes. En général, les vieilles familles royalistes ou les royalistes de sentiment, il y a plein de formes de royalistes qui existent. C'est ce qui m'oppose au maurassisme. Ce qui ne m'empêche pas de reconnaître que Maurras est un bon écrivain, a eu en littérature ou autre des choses absolument passionnantes. Et c'est vrai qu'il a remué, pendant l'entre-deux-guerres, qu'il a montré un royalisme un peu conquérant. On va retrouver, alors il y aura des condamnations du livre de De Gaulle, principalement parce que De Gaulle met en parallèle non pas le fait qu'il y ait des unités de combat cuirassées, ça, il n'est pas le seul à l'avoir dit, etc., mais surtout qu'il veut que ce soit une armée de métier. Et c'est ça qui fait qu'un certain nombre de militaires condamnent, entre autres Weygand. Weygand s'oppose à De Gaulle, non pas sur le fait d'avoir une brigade de cuirassés, mais sur le fait que ça soit une armée de métier. C'est pas du tout les débats qu'il y avait à l'époque sont tout à fait autres que ce qu'on entend. Il va y avoir une mise en garde en 1938 contre les théories de Gaulle faites par les vieux classiques de l'action française. On sait que Maurras et compagnie vont être, au moment de l'affaire Munich, pour Munich, comme le reste de la France, sauf que c'est à partir de ce moment-là qu'un grand nombre que Maurras va dénoncer d'ailleurs comme des bellicistes, qu'on va retrouver pour beaucoup dans la résistance, vont prendre position contre Munich. Quand le général de Gaulle va être nommé sous-secrétaire d'État, et il est sous-secrétaire d'État dans le gouvernement de Paul Reynaud, sous-secrétaire d'État, il ne s'occupe que des rapports franco-anglais. Il va 2 fois en Angleterre pour discuter avec les Anglais sur ce qui se passe dans l'armée. Hein. Immédiatement, Charles Maurras fait un long article élogieux de la pensée du général de Gaulle, repris par Maurice Pugeot. Maurice Pugeot explique comment il a connu Henri de Gaulle et autres, et repris aussi par Léon Daudet. Donc au moment de la débâcle, au moment où ils vont quitter Paris, les derniers aspects, c'est ils sont
je vais être gentil, ils sont gaullistes. Maurras, Pujol, Daudet sont gaullistes. Si vous lisez les articles que j'avais repris dans mon livre sur les royalistes dans la résistance, vous verrez que pour eux, De Gaulle est le militaire de l'avenir. 8 jours après, ils le condamnent et ils ne vont cesser de le condamner. C'est cet étrange basculement, parce qu'on peut comprendre que Maurras, en 40, soit comme tous les Français, derrière Pétain. Mais de là à condamner le seul type qu'ils avaient encensé comme étant le militaire de l'avenir, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Il y a un basculement qu'on a du mal à saisir, et ce basculement est fait à ce moment-là. Ce n'est pas, il faut bien comprendre, en 40, ce n'est pas la divine surprise, ce n'est pas encore les lois du 9-10 juillet, ce n'est pas encore toutes ces choses-là. Ça va venir. Et là, ça va être l'emballement de Maurras, où Maurras va devenir un adorateur de l'œuvre du maréchal Pétain. Alors qu'en juin 40, c'est simplement derrière le chef. Il faut savoir que De Gaulle va être condamné début juillet à la demande de Pétain. Il va être condamné par un tribunal militaire qui est dirigé par des soldats, par des généraux qui vont tous faire partie et vont organiser la résistance de l'armée et vont pour la plupart finir dans les camps. Pétain va être absolument furieux puisque De Gaulle est simplement, on dirait, presque suspendu. Donc il va demander qu'il y ait un nouveau procès. Et c'est à la demande de Pétain qu'il y a un nouveau procès au mois d'août, au début août, où là De Gaulle est condamné à mort, etc. Rose-Isabelle Gonnet, à pic moment, a passé toute la guerre à l'Action française. Ça a été la dernière permanente de l'Action française vivante, puisqu'elle est morte au début du 3e millénaire. Son boulot à l'Action française, c'était de traduire Maurras. Voilà l'écriture. Et encore, ce n'est qu'un tout petit exemple. C'est totalement illisible. Et donc, elle tapait les textes, elle les traduisait, et après, c'était remis en français pour que les gens puissent les lire. Je dois avoir une centaine d'articles de Maurras. Ça, c'est la maison du vieux. Voilà encore un exemple d'écriture de Maurras, de taper. Alors, ça, c'est des articles d'après 42-43, puisque l'écriture en bleu, c'est de Michel Léon, et Michel Léon ne rejoint la rédaction de l'Action française qu'après sa démobilisation en novembre 42. Donc ça donne ça, ça et ça. Ça vous donne un exemple de l'écriture totalement illisible. Alors voilà, ça c'est une des condamnations faites par Léon Daudet, Maurice Pujol de Gaulle. Dans plusieurs journaux de la collaboration, on laisse sous-entendre que le général de Gaulle était de l'Action française. Et donc, évidemment, ça rend furieux tous les gens de l'Action française. Et là, Maurice Pujol écrit ce petit billet pour dénoncer l'infamie, oser dire que le général de Gaulle était royaliste et d'Action française. Alors, c'était un scandale pour eux. Voilà, je vous ai fait un bref aperçu parce que il faut bien comprendre que pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de regarder les lettres, c'est tout ça. Donc je vous ai fait un très très court résumé. Je vous ai parlé, pendant ces lettres, évidemment, elles ne parlent absolument pas de politique au sens où on l'entend, sauf une fois, le 24 juin. Et c'est important la date du 24 juin, parce qu'elle écrit donc à son amoureux qui est dans l'armée, elle lui dit « J'espère que tu es à Londres, parce qu'on nous dit qu'on reconstruit une armée française. » Il faut bien comprendre que les gens de 20 ans, même de l'Action française, ne rêvaient que d'une chose, c'est de foutre le Boche dehors. On pense évidemment à Cordier, on pense à Raymond Fassin, on pense même au futur colonel Rémy et à d'autres
qui vont faire le voyage en Angleterre. Mais c'est une autre histoire. Merci. Pas moi, c'est le duc de Choiseul-Praslin quand même, merde. C'est toute l'histoire de France qui vous le dit, c'est pas Flotteau.